Bonjour, je suis David Cussac du groupe Michelin. Je vais vous parler aujourd'hui de DDMRP. Comment DDMRP est rentré dans le groupe Michelin, est en train de rentrer dans le groupe Michelin, et plus particulièrement de la première étape que j'ai eu le plaisir de conduire ces 4 dernières années, qui est DDOM, la première partie, la partie opérationnelle du DDMRP. Voilà, je vais m'appuyer sur une présentation et à l'issue de la présentation, bien sûr, ce sera avec plaisir que nous prendrons des questions. Voilà, donc on va suivre la trame suivante. On va, comme tout projet, je dirais, se dire pourquoi le groupe Michelin a choisi d'implanter du DMRP, pourquoi on est allé vers du demand-driven. Ensuite, vous allez voir, c'est assez concret. On va vraiment vous expliquer comment on a fait, quelle est la solution technique qu'on a suivie, comment ça s'est passé, les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Un module important sur la pérennisation, pour mettre la cale avec tout ce qu'on a fait. Et puis une petite synthèse technique et la suite à donner, je dirais. Voilà. Je ne vais pas présenter le groupe Michelin, un très grand groupe de fabrication de pneumatiques, 15% du marché mondial, 20 milliards de chiffre d'affaires, plus de 70 usines. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur l'organisation de la supply chain de Michelin. En résumé, si on part du client ici qui attend son pneumatique, il est distribué par des centres de distribution qui eux-mêmes sont alimentés par des magasins-usines attenant aux usines de fabrication de pneus. Ces usines de fabrication de pneus ont besoin de mélanges ou de nappes textiles métalliques qui sont alimentés par des ateliers qui ne sont pas forcément sur les mêmes lieux. Et encore en amont, pour fabriquer ces mélanges et ces tissus, eh bien, il faut de la gomme naturelle, de la gomme de synthèse, des textiles, des câbles. Il y a un certain nombre de métiers en amont du pneu qui sont plus ou moins intégrés ou achetés en make-or-buy chez Michelin. Ça crée une supply chain qui est assez complexe, en cascade, vous le comprenez bien, avec la problématique de passer rapidement l'information de la variation de la demande client à l'amont pour qu'on sache accélérer ou freiner. Et évidemment, ça crée des effets dits bullwhip en anglais ou coup de fouet en français. Et évidemment, les prévisions de demande étant par nature toujours fausses et le besoin d'être toujours plus réactif face aux demandes de nos clients étant là, eh bien, il faut trouver des solutions pour limiter cet effet bullwhip et transmettre rapidement l'information. On est au cœur, je dirais, des DDMRP. Quand on a démarré et qu'on s'est posé la question où est-ce qu'on met du DDMRP en premier, et ça fait partie des bonnes questions à se poser au démarrage, eh bien, on a vu qu'il y avait quand même un très gros enjeu à la sortie de nos ateliers de fabrication de pneus. Et d'abord parce qu'on avait des stocks, parce qu'on était très proche et réactif vis-à-vis du client, parce qu'à l'intérieur de la supply chain dite amont ici, il y avait d'autres systèmes qui étaient existants ou qui n'avaient pas forcément la maturité. Donc on a choisi de démarrer par le magasin usine et la partie fabrication de pneus. Donc on a dit que le buffer DDMRP serait ici. Donc le projet que je vais vous présenter, où est-ce qu'on a mis du DDOM, mais par contre on l'a mis dans toutes nos usines, dans une cinquantaine d'usines dans le monde entier, eh bien il se concentre sur ce buffer qui représente le stock de produits finis. Il y a quelques cas particuliers sur lesquels je n'inciterai pas, où on a mis des buffers dans la distribution. On ne l'a pas trop fait parce qu'on est équipé d'un DRP qui déploie directement les pneus avec un certain nombre de logiques que l'on n'a pas souhaité changer. Voilà. Alors, si on se concentre maintenant sur la façon dont un planeur dans une usine de pneus fabrique des pneus avant des DMRP, eh bien, il a un outil classique de projection de stock par rapport à un stock initial, par rapport à de la demande client. Il a des couloirs mini et maxi de stock à respecter et il cherche à positionner des campagnes de fabrication dans le futur, de façon à ne pas tomber sous le mine et certainement pas tomber négatif, et puis ne pas aller trop haut en max. Donc c'est son job. Le planning est fait, on va dire, une fois par semaine, à partir du lundi, quand les données rafraîchies des demandes clients arrivent. Il va s'étaler sur mini 8 semaines, jusqu'à potentiellement même 12 à 16 semaines.
Voilà. Alors, quel est le problème? C'est que, évidemment, dans ce système un petit peu historique, on n'avait pas de mise à jour pendant la semaine. Donc, s'il y avait des événements sur la demande client qui bougeaient, eh bien, on n'avait pas de mise à jour. On avait des normes de stock, les couloirs min-max, qui étaient plutôt centralisés, faits par des inventory managers qui étaient peut-être un peu loin des usines, alors que le terrain dans l'usine avait des meilleures informations sur ce qu'il était capable ou voulait faire. Et puis, l'émission des besoins est par nature justement bien instable, imprévisible, basée sur des forecasts par nature fausses et crée de l'effet bullwhip. Donc, en fait, ce que DDMRP nous a d'abord apporté, hein, c'est donc le rafraîchissement quotidien de l'information, des normes de stock assez fines à l'article, hein, on parlera de CAD dans l'exposé, c'est le code article finalement, et puis surtout bien sûr la méthode ADU-FDU de DDMRP qui nous lisse le signal et qui nous évite de surréagir et qui aide à contribuer à réduire l'effet bullwhip. Donc si maintenant on se concentre un peu sur le projet, qu'est-ce qu'on a fait et comment on l'a fait? Et la difficulté, bien sûr, de le faire parce que c'était quand même une aventure. Un schéma un petit peu compliqué, mais pour vous comprendre techniquement qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Sur la partie droite du schéma, c'était l'existant. GP2 est notre système de gestion de planning actuel que l'on n'a pas touché. Il est alimenté par un DRP, c'est-à-dire qui gère toute la distribution et qui, à partir du besoin des clients et des stocks dans le réseau, va remonter les besoins de distribution à l'usine et qui, de façon hebdomadaire, réexprime une demande et par rapport à un niveau de stock et l'usine répond par un PDP, un plan de production. Voilà, avec de la BI, de la business intelligence, des normes de stock. Tout ça, on n'a pas touché et on a inséré des DMRP, je dirais sur la partie gauche, ici sur l'écran dans l'architecture, vous voyez, comme finalement un outil d'aide à la décision que l'on n'a d'ailleurs pas interfacé en retour avec notre GP2. Dans cette architecture, il y a trois grands paquets. Il y a le logiciel spécialisé des DMRP. On a choisi le logiciel R+, de la société Diditech, qui permet de planifier et d'exécuter en mode DDMRP, qui gère les buffers, les équations de flux, qui calcule et qui fait des propositions de PDP, etc., des alertes d'exécution, je dirais, qui est complètement compatible DDI et qui est vraiment, on le verra, très simple d'utilisation, mais assez complet. On a bien sûr alimenté ce logiciel de façon quotidienne par un hub informatique qu'on a appelé DFR, qu'on a bâti en interne avec nos systèmes, avec nos services informatiques. Cet outil va calculer, va agréger les données, donc être un intégrateur de données à partir des différents DRP. Nous avons plusieurs DRP dans le monde entier puisque ce projet est mondial. Et puis, il va calculer une fois par semaine la DU-FDU, il va faire un certain nombre de choses plus ou moins sophistiquées, de filtres, de contrôles, etc. Et il va envoyer les 4 fichiers fondamentaux à R+, tous les matins, c'est-à-dire la demande, le fichier article, le fichier stock et le PDP. Encore en amont ici, on a le référentiel usine qu'on a laissé très souple pour les utilisateurs. C'est un tableur Excel sur un disque partagé qui permet vraiment d'avoir pour chaque article une gestion vraiment décentralisée dans l'usine et au plus près du terrain sur la taille de la campagne, les délais découplés, le mode de fabrication, etc. Et ça donne une grande souplesse à l'usine. Les informations passent à travers des FR dans R+, et la planification de production peut être ajustée après, derrière, dans R+, en termes d'aide à la décision, des campagnes qu'il faut lancer et des campagnes qu'il faut arrêter à l'horizon du DLT. Et ces campagnes sont ensuite ressaisies ou coupées dans GP2. Et on a développé sur la partie gauche, vous voyez ici, une BI, là aussi très souple, une base Access, que l'on industrialisera sans doute un petit peu plus tard, mais qui fournit tous les KPI, les données nécessaires, les analyses statistiques, qui permettent de boucler le système, de réitérer sur les paramètres, etc. Voilà. Donc voilà, c'est important de comprendre le projet qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Certains peuvent se lancer directement dans des choses intégrées avec leur ERP, peuvent valider dans le logiciel des DMRP des ordres de commande, etc. Nous, à date, on ne l'a pas fait. Voilà.
comment le projet s'est déroulé? Ben, je dirais un mode projet classique. Quand ça a commencé vraiment en 2016 avec un pilote sur un site isolé, une usine en Espagne, à Valladolid, pour vraiment comprendre des DMRP, le tester vraiment de façon très, très pilote, Excel, etc. Donc on a vraiment créé le projet début 2017, je dirais, et en 4 ans, ben, on a déployé ce projet avec une équipe relativement modeste, hein, puisqu'on avait un chef de projet et un data manager qui s'occupait du monde entier. En Europe, on avait 1 à 2 personnes à peu près pour aider au déploiement. En Asie, on a une personne qui a tout fait. Et puis en Amérique, on a à peu près 1,5 personnes. Donc, comment ça s'est passé? Ben, je dirais assez classiquement, hein, la première année, bah, c'est de définir l'architecture. Est-ce qu'on fait du make ou buy, hein, ce que je vous ai présenté dans le slide avant, qui est ce qu'on a retenu, ben, c'était les décisions que nous avons prises finalement début 2017 et qui sont un petit peu fondamentales, hein, si vous lancez un projet analogue. Euh, Comment j'intègre avec qu'est-ce que j'interface, qu'est-ce que j'interface pas, etc. On a fait aussi, on a recherché les logiciels et on a sélectionné R+. On a fait les specs, les spécifications pour intégrer, pour développer le hub DFR, et puis on a élargi à 4 pilotes. Voilà. En 2018, on a vraiment travaillé sur l'intégration complète de la méthode des DMRP, l'ajustée à Michelin. Vous avez des cas particuliers, le phase-in, le phase-out, les pneus hiver pour nous, voilà, comment on les gère, comment est-ce qu'on fait. On a fait des modules de formation, hein, pour les adapter à Michelin et pour être prêt à préparer le déploiement finalement. En parallèle, on développait l'application DFR et puis on a élargi à 12 pilotes. À partir de 2019 et sur l'année 2020, on a vraiment déployé, puisqu'on déployait 2 usines par mois, ce qui est quand même, avec une équipe comme ça, assez ambitieux. Mais vous le verrez, on a tenu ce ramp-up de 2 usines par mois, donc on est très vite monté. Et en parallèle, bien, on stabilisait DFR pour le batch informatique quotidien. En parallèle, on améliorait la modélisation des tailles de campagne, des écarts campagne dans les usines. En parallèle, on finissait la BI avec les KPI et autres statistiques. Voilà. Et puis en 2020, tout en finissant les déploiements, eh bien, on est allé encore plus loin dans les spécifications sur les normes. Je vous passe les détails. Et puis, on a mis vraiment sous contrôle le batch informatique. Il y avait quelques petits ajustements qu'on a continué bien sûr de faire. Et puis, on a fini de déployer en Amérique du Nord, en Asie, la BI. On a mis la cale en créant des e-learning et puis on a commencé à faire de la contrôle qualité. Je reviendrai sur ces points. Ici, la photo du ramp-up, vous voyez, donc là, en 2018, on était encore à une dizaine de sites, et puis après, on a assez rapidement accéléré. C'est pas tout déployé, il faut aussi que les usines, on juge que de la performance des usines, on peut dire que sur les 50 usines déployées, il y en a une quarantaine, à peu près 80%, qui sont, je dirais, stables sur des DMRP, c'est-à-dire qui appliquent vraiment correctement, très correctement le processus. On reviendra derrière un petit peu pour expliquer comment est-ce qu'on fait ça. Qu'est-ce qu'on a gagné concrètement dans ce projet? Une maturité des usines vis-à-vis de la relation avec leurs clients, bien sûr, arrêter l'effet bullwhip, stabiliser le PDP, un lien vraiment plus direct donc, avec le client. On a la possibilité d'ajuster le buffer, je vous l'ai dit, c'est essentiellement le magasin usine, mais dans certains cas, on va plus loin, et on a des gains assez intéressants quand on va plus loin, parfois. Et puis, vraiment, l'usine est beaucoup plus responsable sur son cadrage stock, sur ses normes de stock qui ont été décentralisées au passage. Voilà. En quantitatif, on ne va pas donner de chiffres un peu trop confidentiels, mais ce qu'on constate quand même, c'est des baisses du stock normatif industriel, hein, dans la sortie de l'usine, entre 3 et 15% selon les cas, qui est rendu possible par la qualité du stock, hein, notamment en évitant de partir dans le décor avec des mauvais forecasts et de faire du QSD+, hein, du surstock. Et puis des gains encore même plus importants en pourcentage dans certains cas spécifiques où on peut être en stock étendu en élargissant la vision de l'usine. Voilà. C'est pas tout de concevoir, c'est pas tout de produire, c'est pas tout de déployer, il faut mettre la cale. Il faut éviter de repartir en arrière et on a cru entendre dans le monde des DMRP qui avait eu des success stories qui n'avaient pas forcément été très pérennes. Et donc ça, c'est quelque chose à vraiment avoir en tête, tout ce qu'il faut faire pour pérenniser un savoir-faire, une méthode, hein.
Donc, mettre sous contrôle informatique sérieux le batch, se fixer des cahiers des charges avec des jours verts, jours orange, jours rouges, avec les retards que éventuellement le batch informatique a pu avoir, et puis analyser sans arrêt la route cause des problèmes et les résoudre. Deuxième chose, la formation. Là, on a fait notre module de formation, on l'a découpé en e-learning par chapitre pour qu'il soit plus facile à digérer, et on a véritablement bâti un plan de formation pour les nouveaux planeurs ou même pour les planeurs existants, et on finit par un QCM vraiment un petit peu difficile, un petit peu pointu, pour vérifier que les planeurs ont vraiment bien compris et bien intégré je dirais, correctement des DMRP dans leur usine. Et c'est un QCM qui est validant, c'est-à-dire que si la personne ne le réussit pas, eh bien on repart dans de la formation. Une idée qu'on n'a pas forcément eue pendant le déploiement, mais qui peut être intéressante d'avoir assez tôt, a posteriori, c'est de motiver les gens par le jeu. On a développé un petit jeu interne qui permet de simuler un planning en mode classique, GP2, et en mode DDMRP, et de sentir la différence, voir que ça va plus vite, voir qu'on a des meilleurs résultats. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. On fait des analyses de respect du processus, donc on a des grilles d'analyse qui cherchent à vérifier que sur la partie training, les gens sont formés, ils ont des objectifs, ils respectent le process, ils respectent les paramètres, ils respectent les interfaces. Donc au moins une fois par an, chaque site s'auto-évalue et on exige une certaine note pour arriver à mettre la cale. De la même façon, on fait des audits sur les contrôles de données, c'est-à-dire que à travers les données, on voit si le site gère correctement des DMRP, et on invite les usines à basculer leurs KPI, leurs objectifs individuels, avec des KPI des DMRP qui peuvent être légèrement différents des KPI classiques. Voilà. Malgré tout ça, notre analyse, après je dirais 4 ans, il reste des risques résiduels qui sont liés à tout ça. On retrouve le turnover, hein, c'est-à-dire, ok, j'ai formé la première génération, mais ça tourne. Comment je fais pour former sporadiquement un planeur dans une usine, un autre dans une autre, et ça vient voilà, pas de façon groupée, avec les problèmes de Covid à distance. Comment faire du distanciel? On a fait de plus en plus de distanciel. Au début, on faisait beaucoup de déploiements en présentiel, et puis avec le Covid, on a appris à faire du distanciel, et on s'en est, je crois, pas trop mal sorti. Les supports, c'est-à-dire qu'en centrale zone ou voire en centrale monde, il faut des gens vraiment de bon niveau qui maîtrisent parfaitement le processus et qui sachent répondre aux usines, bien sûr. Les KPI, finir de les mettre en mode DDMRP. Les demandes récurrentes de complexification, être bien clair sur ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire, donc avoir un processus de décision qui fonctionne bien sur ce sujet. La gestion des buffers, on est parti avec certaines valeurs de zones rouges, etc. Comment les optimiser dans la durée? Est-ce qu'on le fait avec des inventory managers de lignes produits? Est-ce qu'on laisse les usines le faire? Est-ce que c'est mondial, etc. User experience, c'est-à-dire que dans tout le projet, on a voulu être à l'écoute de l'usine et faciliter la vie. On a pas mal d'Excel, mais on ne veut pas du tout Excel. On a un logiciel, on a des choses qui sont en automatique, qui sont très pérennes au-delà d'Excel. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre la souplesse et l'automatisation. Et puis, je dirais, la qualité du signal envoyé par Laval, hein, continuer de travailler pour que des DMRP continuent de s'adapter aux éventuelles adaptations qu'on a besoin de faire pour s'adapter à nos clients en aval. Voilà. Voilà. En synthèse, vous avez ici une synthèse donc un peu technique de ce que je vous ai raconté à travers l'architecture, donc une partie souple sur Excel vue des usines, un outil informatique central, mondial, unique, paramétrable, mais robuste et surveillé par les équipes informatiques, et puis un logiciel du marché qui a l'avantage d'être non customisable, mais quand même paramétrable, voilà. Et puis une BI Access souple derrière. Donc ça, c'est un petit peu la clé de la formation, des e-learning, des quiz, des jeux, du data control pour vérifier qu'on met la cale, des équipes support en zone, en centrale, etc. Et puis, voilà. Ce projet, il a aussi, je vais en parler sur la fin, une continuité, une continuation. Donc là, on parle de l'horizon, je dirais, DDOM, hein, c'est-à-dire l'horizon court terme.
On a des projets qui arrivent pour projeter les buffers un petit peu plus loin, sur les semaines du futur. On a des réflexions autour de GP2, de refonte de l'outil de planification qu'on n'avait pas touché jusqu'à présent. On a des opportunités de mettre du DDMRP sur d'autres flux, comme de l'intercontinental, sur des matières premières, etc. Avec l'expérience qu'on a acquise, on va créer, on a déjà des pilotes sur d'autres parties que le produit fini. Voilà. En synthèse, je dirais quelques lessons learned, quelques conseils pour vos projets DDMRP dans votre société. Je dirais, c'est assez évident, mais respecter une méthode projet. Donc, l'opportunité précède la faisabilité, qui précède l'étude d'ensemble, ne pas sauter les étapes, ne pas imposer une solution, étudier, faire un appel d'offres pour un vrai choix, staffer correctement en qualitatif, en quantitatif. Ne pas se disperser, accepter l'incertitude qui arrive souvent. Dans des DMRP, on était quand même, je pense, assez pionniers. C'est une méthode qui n'est pas très ancienne, donc on ne pouvait pas forcément benchmarker beaucoup. Voilà, donc il faut accepter une incertitude. Lutter contre la complexité, rester simple. Voilà. Construire pour vos clients. Dans la phase d'intégration qui prend toujours du temps en informatique, pour éviter de perdre ce temps, on a travaillé en semi-automatique avec des bases Access qui nourrissaient R+, donc ça peut être une façon d'attendre et de paralléliser les choses pour arriver à gagner en temps de déploiement. Déployer et former avec les données réelles de production, ça c'est important. Chaque fois qu'on allait dans un site, les données de production étaient déjà dans R+, avant que l'usine ait entendu parler de DDMRP. Et ça, c'est vraiment bien parce que les gens reconnaissent leurs données et adhèrent plus vite. Bon, former, c'est clair. Former et contrôler derrière que c'est compris et appliqué et reboucler la formation, etc. Voilà. Voilà. La suite, je vous l'ai dit, donc en fait, DDOM, c'est la première fusée, donc c'est ce qu'on a appelé chez nous la saison 1, Prod Agile, on a un Prod Agile saison 1. Mais en fait, on a déjà lancé la fusée suivante, qui est Prod Agile saison 2, qui va s'étaler plutôt sur 2019-2023. Ce dont je vous ai parlé, c'est plutôt, ça traite de l'horizon de la semaine 0, 1, 2, 3, 4, à peu près dans l'horizon de décision des lancements de campagne, etc. Le but, c'était déjà de faire rentrer le client au cœur des usines et de gagner en service client et en qualité de stock. La suite, je dirais, c'est ce qu'on appelle DD SNOP. Là, on est sur des horizons plutôt mensuels, M0, M3 ou M0, M12, etc. Et là, le but, c'est vraiment d'aller encore plus loin et d'intégrer le business, le marché dans les usines à une maille tactique et de gagner en réactivité tactique de l'usine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite de très bons déploiements de Demand Driven, de DDMRP dans vos sociétés, car c'est une méthode vraiment qui est novatrice et qui apporte de la valeur. Merci.